La dépendance est une maladie destructrice et insidieuse, capable de dévaster une vie et de briser celle de l'entourage. Comme toute maladie, elle exige une intervention rapide et professionnelle, avant qu'il ne soit trop tard. L'addiction est une condition destructrice et insidieuse qui peut ravager non seulement la vie d'un individu, mais aussi affecter profondément tous ceux qui l'entourent. Comme toute maladie, elle exige une intervention rapide d'un professionnel qualifié avant qu'il ne soit trop tard. Le cas de Pamela Mastro Pietro, 18 ans, survenu en Italie en 2018, a bouleversé le pays par sa brutalité inimaginable. Il a failli déclencher des violences généralisées, notamment contre des migrants noirs. Plusieurs innocents furent agressés uniquement en raison de leur origine ethnique, et seule la chance a évité des tragédies supplémentaires. Pamela naît le 23 août 1999 à Rome, en Italie, fille unique d'Alisandra Vere et de Stefano Mastro Pietro. Elle grandit dans un foyer aisé et cultivé. Ses parents dirigent une entreprise prospère et font tout leur possible pour offrir à leur fille chérie la meilleure vie possible. Bien que leurs emplois du temps chargés limitent le temps passé avec elle, certains aspects inhabituels du comportement de Pamela apparaissent tôt. Elle est extrêmement timide, renfermée, et fuit les interactions sociales. Ses parents ne voient pas ces traits comme inquiétants, pensant qu'elle les dépassera en commençant l'école et en se liant avec des enfants de son âge. Cependant, en grandissant, ces difficultés deviennent plus évidentes. Tout au long de sa scolarité, elle lutte profondément pour socialiser et a du mal à se faire des amis. Ses enseignants la décrivent comme intelligente et capable, mais manquant de confiance. Elle souffre d'anxiété intense, de troubles du sommeil et de multiples phobies, ce qui pousse ses parents à consulter un spécialiste. On lui diagnostique un trouble de la personnalité borderline. Pamela accorde souvent sa confiance aux mauvaises personnes, peine à reconnaître le danger autour d'elle, et semble avoir peu de sens de l'autopréservation. En grandissant, ses difficultés psychiques deviennent de plus en plus marquées. À 11 ans, sa famille traverse une crise sérieuse, Alisandra et Stefano étant au bord du divorce. Ce bouleversement a un impact profond sur Pamela et conduit à un diagnostic de dépression. Bien que ses parents se réconcilient et sauvent leur mariage, l'état de Pamela ne s'améliore pas. 2 ans plus tard, on lui diagnostique également un trouble bipolaire. Pourtant, elle continue à fréquenter l'école normale malgré des difficultés sociales persistantes, afin de suivre ses études. Pamela dépend fortement de médicaments prescrits, que sa mère surveille attentivement. Alisandra s'accroche à l'espoir que sa fille pourrait un jour surmonter ses problèmes de santé mentale. Mais les résultats scolaires de Pamela déclinent régulièrement et son comportement devient de plus en plus erratique et imprévisible. Elle devient une jeune femme frappante, avec une silhouette de mannequin et des traits captivants. À l'adolescence, elle commence à attirer l'attention des jeunes hommes, mais ne sait pas du tout comment gérer cet intérêt. Sa nature confiante et naïve persiste, la laissant vulnérable à la manipulation et à des invitations douteuses. Cela finit par l'entraîner dans un cercle social dangereux. Son manque de confiance et sa suggestibilité la rendent encline à l'expérimentation. On lui présente l'alcool, puis 2 substances illicites, à un jeune âge. Ses problèmes de santé mentale persistants altèrent souvent son jugement, la rendant particulièrement vulnérable dans ses relations. Son psychiatre témoignera plus tard au tribunal que Pamela était souvent incapable de pleinement comprendre ses actions ou de donner un consentement éclairé, la laissant exposée à l'exploitation sous l'influence de drogue ou d'alcool. Durant ces périodes, Pamela se sent plus confiante, insouciante et heureuse. Mais ce bref soulagement se transforme vite en dépendance sérieuse. À seulement 15 ans, elle est admise dans un centre de désintoxication privé où ses parents espèrent qu'elle pourra surmonter son addiction grandissante. Le traitement s'avère d'abord efficace et, quelques mois plus tard, elle retourne à l'école, semblant libérée de ses anciennes dépendances. Elle parvient à maintenir ses progrès pendant plus d'1 an, jusqu'à ce qu'à 17 ans, elle rencontre un Roumain de 20 ans nommé Claudio. Il gagne rapidement sa confiance et ils entament une relation. Sous son influence, Pamela rechute dans la consommation de substances, abandonne ses études et commence à fuguer. Ses dépendances non seulement reviennent, mais s'aggravent considérablement. Claudio finit par la persuader de participer à des activités dangereuses, notamment d'exploiter son propre corps pour financer leur consommation croissante. Lorsque les Mastro Pietro prennent conscience de la situation de Pamela, ils alertent la police. Claudio tente de fuir mais est rapidement retrouvé et arrêté. Il sera plus tard condamné à 4 ans de prison pour incitation d'un mineur à consommer de l'alcool et des substances puissantes, ainsi que pour l'avoir contrainte à des activités illégales. Mi-octobre 2017,
les parents de Pamela décident de l'inscrire dans un autre centre de réadaptation. Cette fois, ils choisissent de l'éloigner complètement de Rome, espérant la couper des personnes et des environnements qui ont alimenté son addiction. Pour ce faire, Alessandra et Stefano sélectionnent un centre de traitement dans la petite ville de Mata. Le programme est extrêmement coûteux, mais ses parents sont prêts à payer n'importe quel prix. Déterminés à donner à Pamela toutes les chances de guérison, le plan de traitement est conçu pour durer 3 mois et inclut une thérapie individuelle et de groupe avec des psychologues ainsi qu'un suivi par des spécialistes des addictions. Après avoir terminé le programme, Pamela est censée retrouver une vie stable et sobre. Les Mastro Pietro croient que le coût élevé de la clinique garantira une surveillance constante et protégera leur fille de tout accès à des substances nocives. Cependant, le personnel et la sécurité de la clinique ne remplissent pas leurs obligations. Les patients peuvent fréquemment quitter les lieux sans restriction, enfreindre les couvre-feux, se procurer des substances interdites et s'adonner à des comportements à risque. Au début, Pamela semble s'améliorer et reste à la clinique environ 2 mois. Elle dit se sentir beaucoup mieux, le soutien et le sentiment de communauté parmi d'autres personnes confrontées à des luttes similaires lui redonnant espoir. Cependant, cette même communauté, combinée à un manque de supervision adéquate, finit par jouer contre elle. Début janvier 2018, alors que son programme de réadaptation touche à sa fin, Pamela commence à quitter la clinique pour se procurer et consommer à nouveau des substances, sans aucune intervention du personnel. La dépendance qu'elle avait combattue avec tant d'efforts revient avec une force renouvelée. De façon alarmante, son médecin traitant ne détecte pas la rechute, préparant le terrain pour une chaîne d'événements tragiques. Le 29 janvier 2018, les parents de Pamela reçoivent un appel du centre de réadaptation les informant que leur fille a disparu et se serait échappée de l'établissement. Un examen plus approfondi révèle pourtant une réalité très différente. L'inspection de sa chambre et des images des caméras de sécurité montrent que Pamela a calmement rangé ses affaires dans une valise et est sortie par l'entrée principale. Personne à la clinique ne l'a arrêtée ou même demandé où elle allait. Des patients ont révélé plus tard que Pamela avait récemment recommencé à consommer des substances plus fréquemment, les achetant à des dealers à l'extérieur de l'établissement. Elle avait aussi parlé de vouloir quitter ce qu'elle considérait comme un traitement inefficace et de retourner à Rome. C'était probablement sa destination prévue en quittant la clinique, mais elle ne monta jamais dans un train, ne retourna pas chez elle et ne fut plus vue ni contactée par qui que ce soit de sa connaissance par la suite. Naturellement, Alessandra et Stefano sont anéantis et déterminés à ne pas laisser la disparition de leur fille sans réponse. Ils signalent sa disparition à la police et demandent l'aide des médias. Le couple apparaît sur une chaîne de télévision locale, lançant un appel au public pour toute information pouvant conduire à la localisation de Pamela. Ils offrent également une récompense substantielle pour tout renseignement crédible. Mais pendant les 2 premiers jours, aucune avancée significative ne survient. Le 31 janvier, un homme bouleversé contacte la police, signalant que 2 valises suspectes dégageant une odeur fétide ont été abandonnées dans un fossé près de chez lui. Inquiet qu'elles puissent contenir quelque chose de dangereux, il ne les a pas touchées ni ouvertes. L'homme vit dans une zone périurbaine de Mata, à quelques kilomètres seulement du centre de réadaptation d'où Pamela avait disparu quelques jours plus tôt. Les forces de l'ordre, accompagnées de démineurs, arrivent sur les lieux, bouclent la zone et examinent soigneusement les valises pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas d'explosifs. Une fois déclarées sûres, les valises sont ouvertes, révélant une découverte qui choque même les enquêteurs aguerris. Les restes démembrés d'une jeune femme y sont entassés, trempés dans une solution chimique corrosive. La police soupçonne immédiatement qu'il s'agit des restes de Pamela, mais une confirmation définitive nécessite des analyses plus poussées. Ils montrent les valises à ses parents, qui identifient l'une d'elles comme appartenant à leur fille. Tragiquement, en raison des dégâts sévères et de la défiguration, le corps de Pamela ne peut être officiellement identifié que par des tests ADN, et déterminer la cause du décès s'avère difficile. Pour empirer les choses, l'auteur a trempé les parties du corps dans un produit chimique type eau de Javel, probablement pour détruire toute trace d'ADN. Ce traitement produit l'odeur horrible de tissu en décomposition mélangée à de puissants agents nettoyants qui a initialement attiré l'attention sur les valises. Les enquêteurs se concentrent ensuite sur le traçage des déplacements de Pamela après sa sortie du centre de réadaptation. Des images de caméras de rue la montrent marchant vers un arrêt de transport public à proximité, où elle semble faire signe aux véhicules qui passent. Environ 15 minutes plus tard, un taxi s'arrête. Pamela échange quelques mots avec le conducteur avant de monter dans la voiture. La piste s'arrête une fois le taxi hors de portée des caméras de rue,
mais les enquêteurs parviennent à identifier la plaque d'immatriculation du véhicule. Le chauffeur est localisé peu après et, en voyant la photo de Pamela, il la reconnaît immédiatement. Son récit ajoute une nouvelle dimension à l'enquête. Selon le chauffeur, une jeune femme avec une valise l'avait approché à l'arrêt de bus ce soir-là, demandant un trajet pour la gare. Elle prévoyait de se rendre à Rome, mais le train était déjà parti, alors elle comptait passer la nuit à la gare, en attendant le suivant. Le chauffeur admet qu'il lui a proposé de la ramener chez lui à la place. Et à sa surprise, elle a accepté sans hésitation. Il déclare qu'ils ont eu des relations intimes, affirmant que c'était tout à fait consensuel. Le lendemain matin, Pamela se serait sentie mal et a demandé à être déposée dans un petit parc plutôt que de retourner à la gare. Le chauffeur soupçonne qu'elle souffrait de symptômes de sevrage. Le parc qu'elle a demandé est connu localement comme un point chaud pour se procurer des substances illicites auprès de migrants sans papier. Cependant, il estime que ce n'est pas son affaire et la laisse à l'endroit qu'elle a demandé. Il affirme que c'est la dernière fois qu'il l'a vue. L'histoire et l'alibi du chauffeur sont rapidement vérifiés. Il avait bien déposé Pamela au parc avant de reprendre son travail. Bien qu'il soit innocenté de toute implication dans le crime, les parents de Pamela tenteront plus tard de le tenir responsable de ce qu'ils considèrent comme une rencontre exploitatrice, arguant que l'état de leur fille la rendait incapable de donner un consentement éclairé. Cependant, le tribunal donnera raison au chauffeur, l'acquittant de toutes les charges. Dans le parc, Pamela entre en contact avec un homme nommé Desmond, un ressortissant nigérian impliqué dans la vente de drogue. Desmond est une figure familière dans certains milieux et est déjà sous surveillance policière. Grâce à des indicateurs, il est rapidement identifié et arrêté pour suspicion d'implication dans la mort de Pamela. Lors de l'interrogatoire, Desmond admet avoir vendu à Pamela une dose d'une substance illicite, pour laquelle elle a payé avec un collier. Il insiste cependant qu'après l'échange, elle est partie et qu'il n'a pris aucune part à sa mort. Bien que son récit soit confirmé, Desmond reste en détention en raison de charges en suspens pour distribution de drogue et séjour en Italie sans papier. Les autorités n'excluent pas sa possible implication dans le crime ou dans la dissimulation de preuves. Environ 15 minutes après que Pamela a acheté la substance, des images de sécurité la montrent entrant dans une pharmacie voisine. Elle y achète une seule seringue usagée et repart peu après. La séquence capture également un autre homme entrant et sortant de la pharmacie à peu près au même moment. Il semble garder ses distances, mais paraît familier avec Pamela. Il sera plus tard identifié comme Innocent Ozagal, un immigré clandestin nigérian de 30 ans, également impliqué dans la vente de drogue. Innocent devient rapidement un suspect clé dans l'enquête sur la mort de Pamela. Les forces de l'ordre obtiennent son adresse auprès de Desmond, à qui l'on a proposé une peine réduite en échange de sa coopération. Innocent Ozagal vit dans un quartier difficile à quelques pâtés de maisons du parc où Pamela a été vue pour la dernière fois. Les enquêteurs soupçonnent qu'elle pourrait être allée chez lui pour consommer les substances achetées. Une unité de police est envoyée à l'adresse, mais personne n'est à la maison. Cependant, les autorités ont déjà obtenu les mandats nécessaires pour perquisitionner les lieux, qu'elles soupçonnent pouvoir être le site d'un crime grave. Durant la perquisition, les officiers découvrent de multiples taches de sang qui semblent avoir été mal nettoyées. Ils trouvent également des vêtements féminins correspondant à la description de ceux portés par Pamela. Les tests confirment que le sang appartient à Pamela, et ses parents identifient les vêtements comme étant les siens, les reconnaissant depuis la valise où ses restes ont été trouvés. Dans la salle de bain, les enquêteurs trouvent d'autres taches de sang et 4 bouteilles vides d'eau de Javel, ne laissant aucun doute sur le fait que le crime a eu lieu là. Les spécialistes médico-légaux émettent l'hypothèse qu'Innocent a attiré Pamela chez lui, où ils ont consommé des substances ensemble. Il a peut-être ensuite commis des agressions sexuelles sur elle et a finalement décidé de lui ôter la vie. Le démembrement et le traitement aux produits chimiques de ses restes étaient probablement des tentatives pour détruire son ADN. À proximité, des caméras de surveillance capturent Innocent s'approchant du fossé où les valises contenant les restes de Pamela ont été retrouvées plus tard. Cependant, il n'est pas seul. La séquence le montre arrivant dans une voiture conduite par un autre homme, avec une troisième personne à bord, suggérant que plusieurs individus ont pu être impliqués dans la disparition des preuves. La voiture est rapidement retracée jusqu'à un ami de Desmond, un homme nommé Lucky Alamo, qui est arrêté le même jour. Les enquêteurs déterminent que Lucky conduisait le véhicule utilisé pour transporter les valises, avec Lucky et Innocent. Desmond était également dans la voiture, bien qu'il ait d'abord tenté de nier toute implication. Confrontés aux preuves, les deux complices révèlent l'emplacement présumé d'Innocent,
mais affirment n'avoir aucune connaissance du contenu des valises. Ils insistent sur le fait qu'ils aidaient simplement Innocent à se débarrasser de ce qu'il avait décrit comme des déchets. Innocent est arrêté le 2 février 2018. Comme prévu, il nie tous méfaits et offre un récit étrange et peu plausible des événements. Il prétend avoir rencontré Pamela dans le parc après qu'elle a acheté des substances et cherché un endroit isolé pour les consommer. Il dit l'avoir invitée chez lui et elle aurait accepté. Sur le chemin, Pamela et Innocent se sont arrêtés à une pharmacie où elle a acheté une seringue. Une fois dans son appartement, Pamela a pris la première dose, mais s'est plainte que cela n'avait pas l'effet désiré. Elle en a demandé davantage, mais n'avait plus d'argent et aurait proposé de payer Innocent par une faveur physique. Il accepta. Après la seconde dose, ils ont eu une relation intime, mais peu après, Pamela a commencé à halter. Elle a eu des convulsions et a perdu connaissance en quelques minutes, ne montrant plus aucun signe de vie. Innocent affirme que Pamela est morte d'une overdose. Pris de panique et craignant d'être tenu pour pleinement responsable, il a décidé de se débarrasser de son corps. Il explique que le découper, le placer dans des valises et les jeter en dehors de la ville lui a semblé la meilleure solution sur le moment. Il a utilisé des produits chimiques pour tenter de détruire son ADN, pensant que personne ne croirait que leur intimité avait été consensuelle et initiée par elle en paiement des substances. Interrogé sur l'implication de ses associés, Lucky et Desmond, Innocent change son récit. Il affirme qu'ils sont arrivés à son appartement peu après que lui et Pamela aient pris les substances. Il dit s'être évanoui, et à son réveil, ses amis lui ont dit que Pamela était morte. Il lui aurait suggéré de se débarrasser de ses restes en les démembrant et en les mettant dans des valises. Vérifier les déclarations d'Innocent s'avère difficile, car il a détruit beaucoup de preuves. Cependant, les enquêteurs découvrent bientôt un détail critique qu'il a négligé, les mains de la victime. Les experts médico-légaux trouvent des traces de ses cellules cutanées sous les ongles de Pamela, montrant qu'elle s'est débattue et a griffé son agresseur. Quant à Desmond et Lucky, il n'y avoir été à l'appartement d'Innocent durant le crime. Tous deux fournissent des alibis liés à leur implication dans le trafic de drogue. Croyant que de tels aveux pourraient entraîner des peines plus légères que d'être accusés d'agression ou de participation à un crime violent, leurs alibis sont corroborés. Cependant, des questions subsistent sur ce qu'ils savaient concernant le contenu macabre des valises qu'ils ont aidé à transporter. Alors que les trois suspects restent en garde à vue, les équipes médico-légales continuent d'examiner les restes de Pamela pour déterminer la cause du décès. Les rapports toxicologiques montrent des niveaux élevés de substances interdites dans son système, mais les quantités n'étaient pas mortelles et peu susceptibles d'avoir causé sa mort. Un examen plus approfondi révèle 2 plaies pénétrantes sur son côté droit infligées alors qu'elle était encore en vie. Son foie a subi de graves dommages et il est clair qu'elle est morte de ses blessures en raison d'une perte de sang importante. Le démembrement a eu lieu plusieurs heures après sa mort. Lors d'interrogatoires ultérieurs, Desmond et Lucky admettent qu'Innocent leur avait parlé d'une femme dont il avait profité de l'état d'incapacité alors qu'elle était inconsciente suite à la consommation de substances. Ils pensent que cette femme était Pamela, mais affirment n'avoir eu aucune connaissance de ce qui lui est arrivé par la suite. Pendant plus de 6 mois, l'enquête sur la mort de Pamela progresse peu. Les autorités manquent de preuves suffisantes pour porter l'affaire devant un tribunal, même si Innocent Ozagal reste le principal suspect. Dans un geste audacieux, les enquêteurs placent un indicateur dans sa cellule pour gagner sa confiance et en extraire des aveux. La stratégie réussit. Innocent se lie d'amitié avec son codétenu et finit par admettre qu'il avait remarqué une jeune femme attractive se comportant étrangement dans le parc. Selon lui, elle était si confiante qu'elle a accepté de venir chez lui et a pris des substances de sa part sans demander ce que c'était. Lorsqu'elle est devenue inconsciente, Innocent a décidé d'exploiter sa vulnérabilité, y voyant un paiement pour la dose puisqu'elle n'avait pas d'argent. Cependant, Pamela a repris conscience, a commencé à résister, l'a griffé et a menacé d'appeler la police. Cela a mis Innocent en rage, qui a saisi un couteau et l'a poignardé au foie. Quelques instants plus tard, Pamela s'est immobilisée et a semblé cesser de respirer. Pensant qu'elle était morte, il a rapidement élaboré un plan pour se débarrasser de son corps dans une valise. Lorsqu'il a réalisé que le corps ne rentrait pas, il a décidé de le démembrer, commençant par ses membres. Pamela a repris conscience de façon inattendue, hurlant et pleurant à l'aide. Paniqué, il l'a poignardée à nouveau au foie, cette fois-ci portant une blessure mortelle. L'indicateur a enregistré les aveux d'Innocent, en faisant une pièce à conviction cruciale. L'indicateur servira plus tard de témoin clé durant le procès. De plus,
Lucky Alamo se manifeste, révélant qu'Innocent l'avait appelé, probablement pendant l'agression, pour demander de l'aide pour se débarrasser de déchets. Lucky admet avoir entendu de faibles cris en arrière-plan, mais les a attribués à un bruit de télévision. Le procès d'Innocent aux Agals, Desmond et Lucky Alamo commence au printemps 2019. À ce moment-là, les procureurs ont rassemblé des preuves substantielles prouvant la culpabilité d'Innocent. Les rapports toxicologiques confirment que Pamela n'est pas morte d'une overdose, comme Innocent l'avait prétendu. La cause réelle du décès est 2 coups de couteau profonds portés au foie, ayant entraîné une perte de sang fatale. De plus, les preuves médico-légales montrent que le démembrement a commencé alors que Pamela était encore en vie. En mai 2019, Innocent aux Agals est reconnu coupable d'avoir commis des actes intimes non consentis sur Pamela, vulnérable en raison de sa santé mentale et de sa consommation de substances. Il est également reconnu coupable d'agression violente, de profanation de cadavres et de tentative de destruction de preuves. Innocent est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et tous ses appels sont rejetés. L'affaire a provoqué une indignation généralisée en Italie et au-delà, ravivant les débats sur l'immigration, la justice pénale et la protection des personnes vulnérables. Les actions d'Innocent, combinées à son statut de sans-papier, alimentent la discussion publique sur les responsabilités des pays d'accueil dans la gestion des populations migrantes et les défaillances systémiques permettant de tels crimes. Il n'y a pas de preuves directes liant Desmond ou Lucky aux crimes violents, ils ne sont donc pas considérés comme des complices actifs. Cependant, le tribunal conclut qu'ils savaient probablement ce qu'il y avait dans les valises et comprenaient pourquoi Innocent aux Agals leur avait demandé de les transporter et de s'en débarrasser dans un fossé en dehors de la ville. Malgré cela, ils ne sont condamnés que pour distribution de substances illicites et écopent chacun de 5 ans de prison. L'affaire Pamela Mastro Pietro a reçu une couverture médiatique importante et déclenché une indignation publique généralisée dirigée contre les migrants noirs. Dans un incident particulièrement choquant, un Italien nommé Luca Treni s'arme d'un pistolet et commence à tirer sur un bus transportant des passagers africains. 6 personnes innocentes sont blessées et seule la chance a évité que des vies ne soient perdues. Treni est arrêté et admet que ses actions étaient motivées par la vengeance, bien qu'il nie toute culpabilité. Il sera plus tard condamné à 12 ans de prison. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez vigilants.